Tel un fou, je répète encore et toujours le même acte, celui de lire en quête d'un véritable comics horrifique. Le cinéma y arrive et les romans aussi. Alors pourquoi les comics me laissent-ils si perplexe? Suis-je seul dans cette quête de l'invisible? Il fallait que je m'exprime à ce sujet. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je dois l'avouer, est un peu particulière puisque aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité de marque pour discuter, débattre autour d'un sujet qui nous tient à cœur, un sujet qui est cher à nos yeux. Il s'agit des comics d'horreur et qui de mieux pour en parler que Wayne Comics. Salut Wayne. Salut, comment ça va? Bien et toi? Bah ça va très très bien pour parler de ce sujet magnifique qui nous trigger un peu, on va pas se mentir. Ouais, c'est totalement ça. Ouais, c'est... On va y venir rapidement je pense, hein, mais voilà, c'est globalement l'idée de la vidéo, c'est qu'on est trigger. Totalement. Alors, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, il s'agit bien sûr de ne pas bâcher les éditeurs ou même les œuvres dont on va parler dans cette vidéo, hein, mais bien sûr d'apporter quelque chose de constructif, un véritable questionnement. Et bien sûr, n'hésitez pas, une fois que vous aurez vu la vidéo, à mettre votre avis et vos commentaires, ça nous intéresse bien évidemment. Pour commencer, Wayne, j'ai envie de te dire que le cinéma, de mon point de vue, arrive à retranscrire l'horreur par l'image et l'ambiance sonore. Le roman le fait en se basant principalement sur l'imagination. Le manga en noir et blanc est capable de mettre une véritable ambiance en place, alors que le comics, pourtant doté de couleurs et de pages en couleurs, est celui qui se rapproche plus le cinéma et qui fait moins bien le taf en termes d'horreur. C'est un peu incompréhensible si tu veux mon avis. C'est une question que je me suis longtemps... Enfin, c'est un truc qui m'a longtemps taraudé. Je n'arrive pas à comprendre en fait. Les États-Unis, c'est quand même le pays qui a amené le cinéma d'horreur à un certain niveau, à Hollywood. Et que l'industrie papier n'arrive pas à suivre quand tu vois que, comme tu dis, genre par exemple le manga dans d'autres industries, dans d'autres pays, y arrive très bien, peut-être à moindre échelle, mais y arrive. J'ai jamais vraiment trop compris pourquoi, ça m'a beaucoup frustré étant un gros fan d'horreur dans tous les styles, je regarde principalement les films, je lis aussi beaucoup de romans d'horreur, et la frustration de ne pas pouvoir lire de comics d'horreur, en tout cas de choses bonnes, parce qu'on va y venir aussi. C'est un vrai problème. En fait, c'est juste le sujet... Enfin, cette vidéo, l'existence de cette vidéo, je trouve ça incompréhensible, en fait. Pourquoi on se pose cette question? Je trouve ça ouf. Et moi, je te propose justement de se reposer la question principale. Qu'est-ce que l'horreur, en fait? L'horreur, ça c'est un grand mot, hein, ça veut un peu tout et rien dire. En tout cas, ça fait partie des termes que, je pense, beaucoup de personnes se sont assimilés en se donnant leur propre définition, comme beaucoup de choses dans la vie, tu vois. Et du coup, pour les recherches de cette vidéo, je suis allé voir dans les dictionnaires, le El Famoso Larousse et Petit Robert, et j'ai très vite constaté que, pareil, les définitions, elles étaient relativement différentes et relativement vagues, selon le dico. Genre, par exemple, Larousse nous dit que c'est une très vive impression physique ou psychique éprouvée par quelqu'un à la vue ou à l'idée d'une chose affreuse et repoussante. Tu te dis que c'est extrêmement réducteur quand même. Enfin, pour moi, il manque un tas de choses, tu vois. Et pour le coup, j'ai regardé le Robert et je les trouve un peu plus proches de la réalité, en tout cas de ce que moi je qualifie d'horreur. Tu vois, on va en discuter avec toi aussi, mais que c'est une impression violente causée par la vue ou la pensée d'une chose qui fait peur ou qui répugne. Donc on voit directement la référence de qu'est-ce qui fait peur au final. Ce qui est un sujet qui moi m'a beaucoup intéressé parce que en fait je sais pas toi, hein, mais on m'a élevé en m'enseignant que les films d'horreur c'était pas bien, ça faisait peur, il fallait pas regarder personnellement. Surtout ma mère qui était en mode non,
c'est non. et une fois que je les ai découverts, ces films, et que j'ai constaté que juste j'adorais, je me suis posé la question de pourquoi j'aimais ça. C'est morbide en vrai, un peu comme pensée, c'est bizarre, pourquoi t'aimes les trucs t'as les gens qui se font full tuer et tout. Et la question la réponse qui m'est venue la plus concise possible, en fait, que j'ai essayé de faire, c'est que, en fait, ça appelait à mes instincts les plus profonds, à la nature humaine, au final. C'est des sentiments très primaires d'avoir peur. Et c'est une partie de la définition du mot d'horreur qui est pas spécialement dans toutes les définitions académiques. Et c'est pareil, je trouve que c'est un manque... c'est un manque de notion, en fait. C'est une définition qui est pas très développée, ou en tout cas, c'est un sujet qui n'est pas assez abordé, peut-être. Je sais pas trop. C'est vrai que pour rebondir sur les deux définitions que tu as présentées là, pour moi, je trouve ça très réducteur, et j'ai l'impression qu'en fait, on ramène ça au gore, alors que, pour moi, l'horreur, c'est pas forcément ça. Pour moi, l'horreur, c'est plutôt l'art et la manière de susciter la peur, de susciter l'angoisse, de créer un sentiment de malaise, pas forcément que visuel, mais par l'instauration d'une ambiance, notamment. Moi, c'est pour ça notamment que j'aime les films d'horreur, c'est pour leur ambiance. Et comme on se l'est dit en off quand on en a parlé, effectivement, tu ressors pas forcément heureux en fait d'un film d'horreur. Et c'est vraiment dans cette définition-là que je m'y retrouve. Et j'aime les films d'horreur, notamment pour leur ambiance, parce que c'est une ambiance complètement différente du fantastique, et je suis un grand fan du fantastique. Idem pour la science-fiction, idem pour les gros blockbusters d'action, en fait, tout simplement. Ouais, absolument. Je te rejoins un peu pour le côté ambiance, même si j'avoue que l'ambiance, ça me touche un peu sur tous les supports, parce que j'adore la science de la construction d'une histoire, en général, donc je ne prends pas que le critère de l'ambiance en compte, mais pour essayer de sortir un peu du film, d'aller dans les romans, et ce que j'adore avec les romans d'horreur, pour aborder après la conversion dans le graphique avec notamment le manga, ce que j'adore dans les romans d'horreur, c'est que, en fait, tu prends ton temps. Et l'auteur, même s'il te décrit ce que tu es censé voir, s'il t'explique l'ambiance que tu es censé ressentir, c'est toi qui décides de lire la prochaine ligne, c'est toi qui décides de prendre la prochaine page, et en fait, tu prends ton temps pour instaurer l'ambiance que tu veux dans ta tête. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pour prendre l'exemple d'un roman qui m'a un peu marqué récemment, j'ai relu Misery de Stephen King, et même si je suis pas le plus grand fan de la Terre de Stephen King, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas spécialement... C'est un peu comme Lovecraft, je trouve que c'est quand même beaucoup surfait, même s'il a écrit de très bonnes choses, attention. Dans Misery, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Misery, c'est un écrivain qui a un accident de voiture, et qui se fait sauver par une femme qui est ultra fan de lui, sauf que ça prend une tangente vraiment malsaine de ouf, et elle le séquestre en fait. Et ce que j'adore dans Misery, au-delà de l'histoire, c'est qu'en fait, t'as le temps de te mettre dans la peau du personnage, de ressentir ce qu'il ressent, t'es imprégné de l'ambiance, mais t'es aussi imprégné de toutes les sensations qu'il a, de comment on te décrit où il est, et les arts graphiques t'enlèvent un peu de ça, parce qu'on te plante le décor visuel de ce que t'es censé voir, ce qui peut être une aide dans des cas un peu particuliers, mais ce qui généralement, c'est un peu... J'ai pas envie de dire que c'est du superflu, mais c'est une aide, c'est comment l'auteur lui le voit. Et la conversion est souvent compliquée, parce que du coup, t'enlèves une partie du libre arbitre du lecteur. Et s'il n'est pas spécialement d'accord avec la vision que tu lui donnes, ça peut ne pas passer. Et c'est en ça que je pense que déjà, le passage purement littéraire au passage graphique est compliqué, et une partie du problème potentiellement. Et c'est peut-être du coup parce que, à la base, l'horreur est un genre qui vient, donc tu l'as dit, des États-Unis, qui sont un précurseur, mais surtout du cinéma, avec notamment l'apparition des premiers films d'horreur dans les années 30, avec Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et rapidement après, avec les premiers comics, qui étaient à l'époque les magazines Pulp, dans lesquels on retrouve également les mêmes titres, Frankenstein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Pour les romans, il me semble que c'est beaucoup plus tardif, puisque le premier roman d'horreur apparaît en 1966 ou 1967. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le comics suit un schéma, le même schéma que le cinéma ? C'est ultra compliqué comme question. Je pense que déjà, le cinéma a su s'adapter à son temps.
l'industrie aussi a évolué, hein, donc forcément les réalisateurs de films d'horreur ont dû évoluer avec, ce qui a donné des choses très bonnes, des choses un peu moins bonnes. Et le comics a essayé, j'ai envie de dire, pas souvent dans le bon sens. c'est pas, ça me fait mal de le dire, hein, parce que vraiment j'adore ça l'horreur, mais ça me fait vraiment mal de dire ça. J'arrive pas à mettre le doigt sur le problème en fait. J'ai l'impression que les scénaristes de comics d'horreur ont essayé de se baser sur le cinéma et n'ont pas réussi à faire une retranscription pertinente. Je sais pas ce que t'en penses de ça. Alors, effectivement, je pense que, comme tu l'as dit, le cinéma a pris un autre tournant et a su évoluer. En fait, l'horreur a été un genre qui est devenu peu à peu autonome, puis qui a pris le virage d'abord du slasher et ensuite du gore, il me semble, si on est bien sur l'évolution. Finalité du cinéma d'horreur étant de faire peur, le gore n'a pas tout à fait la même finalité. La finalité du gore, c'est plutôt vraiment de créer un véritable malaise, mais un malaise, je dirais, répugnant, vomitif, en mettant en scène des choses sanglantes, avec des boyaux qui sortent de partout. Enfin, tu l'as dit, ça donne des choses plus ou moins bonnes, honnêtement. Oh, et même pire, t'as vu Human Centipede 2? Oui. Non, j'ai pas vu le 2, j'ai vu le 1. Non, le 2 est 100 fois pire, mec. Bah, le 1, typiquement, c'est le film qui m'a le plus répugné. Alors, regarde pas le 2 alors. Et là, pour le coup, tu vois, j'ai vraiment ressenti cette... J'ai eu vraiment des hauts le cœur devant le film. Pour le coup, ça a véritablement marché. Ouais. Et c'est vrai que, pour revenir à cette conversation, le comics, je pense qu'il a pris quand même un certain virage. Alors, je dirais pas qu'il a su évoluer ou pas, mais c'est vrai que quand tu vois les premiers comics d'horreur, avec Tales from the Crypt, par exemple, et que tu regardes aujourd'hui les titres qu'on nous propose dans la catégorie horreur, on en est loin. On en est très loin. On en est extrêmement loin. Les Contes de la Crypte, c'est du culte de chez culte. Déjà, ça a popularisé déjà le format anthologique, qui est un format que Image a essayé de reprendre depuis 3-4 ans, là, qui pour moi a totalement raté. Le format anthologique, c'est, je pense, un format qui vieillit mal, parce que on est peut-être dans une époque où les gens, et moi y compris, hein, c'est pour ça que je dis ça, ont besoin d'histoires plus longues, ou en tout cas, si tu nous proposes un format anthologique, il faut des histoires qui s'y prêtent, et pas une histoire qui commence et qui a une fin abrupte, sans réellement de but à pourquoi j'ai lu ça en fait. Ce qui est un truc que je reproche beaucoup aux comics anthologiques récemment sortis aux US. Si vous regardez les vidéos, enfin si vous avez suivi mes vidéos lecture, j'ai parlé de 3 séries de chez Image en comics d'horreur anthologiques, et les 3 ont été des échecs. C'était Ice Cream Man, c'était Aha et Silver Coin. Et en fait, c'était vraiment cette histoire de je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'ai terminé l'histoire, j'en ai absolument rien retiré, il n'y avait pas spécialement de fin, je me suis pas attaché au personnage, rien de ces produits en fait, c'était très plat. Alors si tu relis les Contes de la Crypte maintenant, j'avais acheté le premier tome, tu les relis maintenant, ça vieillit quoi, hein, déjà les dessins sont très différents, et puis les histoires sont d'une autre époque. Au-delà de parler de scénarisation, c'est que les mœurs ont évolué aussi. Mais le format a su changer et les histoires n'ont pas su suivre, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Je reviens sur quelque chose que tu as dit qui me semble très intéressant. C'est le côté une histoire avec une fin abrupte. Récemment, tu m'as conseillé Witches, que j'ai adoré notamment. Je trouve que l'ambiance est vraiment particulière, notamment avec les crayonnés. Ouais. On a des pointes de rouge qui vraiment suscitent une certaine... Alors, je dirais pas qu'elle suscite une certaine angoisse, mais il y a quand même une ambiance vraiment particulière qui s'approche de l'horreur. Et on a un scénario qui arrive à investir le lecteur pour les personnages. Pour autant, j'ai trouvé que Witches était trop rapide dans l'instauration de l'ambiance, tu vois, ça va beaucoup trop vite. Et en ça, justement, c'est quelque chose qui me manque, moi, dans Witches. J'aurais voulu que ça prenne un peu plus son temps. À l'inverse, si je reviens sur une de mes lectures récentes, je ne sais pas comment classifier Outcast de Robert Kirkman, tout simplement parce que
justement, j'ai lu que le premier tome actuellement. Et effectivement, ce premier tome prend réellement le temps d'instaurer son ambiance, de nous présenter les personnages, des personnages qui sont assez profonds d'ailleurs, avec un duo un peu spécifique, un duo qu'on pourrait retrouver typiquement dans un film d'horreur, un prêtre et une personne qui semble avoir des dons, pour ne pas en dire plus. Et dès le premier tome, pourtant, on a trois exorcismes. Et les exorcismes, ils m'ont laissé de marbre, en fait. Alors, déjà, je suis un grand fan, vous le savez, je suis un grand fan des récits bibliques, de tout ce qui touche à l'exorcisme, ce genre de truc. D'ailleurs, faudrait que je teste un jour Outcast. Mais c'est comme tout, j'ai trop de trucs à tester. Mais autant je trouve qu'il y a des titres ou des scénaristes qui arrivent vraiment bien à retranscrire le gore par l'association scénariste-dessinateur. Et ça, cette association-là, elle est essentielle. Et c'est un truc qui pêche beaucoup en comics d'horreur, c'est que ils veulent tellement... Alors je sais pas si c'est un parti pris de vouloir se démarquer, de vouloir changer le monde ou quoi. Il y a beaucoup de séries qui prennent des castes des dessinateurs totalement... alors ils sont pas mauvais, hein, mais totalement improbables, et qui fait juste que ça ne marche pas. Récemment, là, tu prends Silvercoin, les histoires sont ce qu'elles sont, mais le dessin est beaucoup... Enfin, juste le dessin ne va pas. À les feuilleter, je sais plus du tout qui dessine. Je sais que le premier numéro est scénarisé par Chip Zdarsky. C'est Michael Walsh, je crois. Les dessins sont ultra cartoon, et à aucun moment je me dis que je lis un truc d'horreur. Il y a un petit moment aussi, j'avais essayé une série Image dont le pitch m'intéressait, qui s'appelait Cold Spots. C'était un mec qui allait sur une île, et globalement t'avais des esprits. Et les dessins, là par contre, mais il faisait ça à l'équerre. C'était affreux. Et c'est beaucoup comme ça. Maintenant, tout ce qui est... cette association dessinateur-scénariste, elle est essentielle. Et les scènes... Bon, on a parlé de Crost il y a quelques temps. Là, le gore est ce qu'il est. Le gore est très efficace. Et comme beaucoup pourraient le penser, le gore a un sens. C'est pas un gore pour faire du gore bêtement. Moi personnellement, j'ai tendance à voir le gore comme n'étant pas spécialement de l'horreur, parce que je vois l'horreur comme vraiment un travail psychologique. Il y a beaucoup, tu prends les films d'action, tu prends les vieux Rambo de l'époque où ça se fait des trous partout, les mecs sont déchiquetés, c'est ultra violent, tu dis pas que c'est de l'horreur pour autant, tu vois. Et t'as sur ce fond de dire c'est de l'horreur, c'est très souvent pour mettre des choses un peu inclassables ou qui sortent un peu du commun, et on sait juste pas quoi en faire, donc allez, c'est de l'horreur. Et je trouve ça vraiment dommage. Je suis totalement d'accord avec toi, j'ai vraiment l'impression que l'horreur est un genre fourre-tout, mais pas que, j'ai l'impression aussi que, et on en a parlé au tout début de cette vidéo, mais qu'il y a une certaine sensibilité de la part du public. Quelqu'un va dire que c'est de l'horreur, et un autre va te dire, bah non, c'est pas de l'horreur. Pour revenir rapidement sur ce que tu disais par rapport au gore, je suis tout à fait d'accord avec toi, et pour moi le gore c'est juste un plus dans un film d'horreur notamment, ou dans un comics d'horreur, c'est là pour rajouter quelque chose, vraiment peut-être rajouter le sentiment de malaise, mais pour autant ça fait pas toute l'ambiance en fait, c'est surtout ça. Maintenant sur le côté littérature, si on revient vraiment sur le côté littérature, beaucoup considèrent que l'horreur est un sous-genre du fantastique, parce que souvent, ou en tout cas dans beaucoup de films et beaucoup de romans, il met en avant des créatures fantastiques. Et d'ailleurs, il y avait Michael Armstrong, un réalisateur de films d'horreur tels que La Main de l'épouvante ou La Marque du Diable, a identifié, lui, 7 ingrédients servant de base aux films d'horreur. Alors, tu as les morts-vivants, et là-dedans, il inclut les vampires et les zombies. Pour autant, American Vampire, tu pourras en parler, n'est pas un récit d'horreur, et Walking Dead n'est pas un récit d'horreur. D'ailleurs, Robert Kirkman en parle dans le post-face d'Outcast. Il dit, il le dit, que son récit n'est pas un récit d'horreur. Michael Armstrong a notamment aussi identifié donc l'occulte au sens large, donc la sorcellerie, les fantômes et les démons. Et là, je suis assez d'accord, en tout cas sur les récits que j'ai lus, avec notamment Autumnal et Witches, qui s'approchent peut-être un peu plus de ce côté horreur. Les métamorphes avec les loups-garous. Alors personnellement, j'ai jamais lu de comics sur les loups-garous. Les créatures monstrueuses comme Frankenstein. Bon, ouais, il n'y a qu'à voir ce qu'on voit dans le monde de Flashpoint, c'est pas de l'horreur.
les revanches de la nature avec les animaux monstrueux, tu sais, les cataclysmes, etc. Ouais. Et les monstres venus de l'espace. Mais encore une fois, si tu regardes tout ce qu'il a identifié dans ses ingrédients, bah, Predator, je suis désolé, mais c'est pas un film d'horreur, hein, par exemple. Alien, on considère que c'est un sous-genre de l'horreur, ouais. Enfin, que ça fait partie de l'horreur. Mais Predator, c'est pas de l'horreur pour autant. Et puis si tu l'écoutes, qu'est-ce que tu fais de tous les récits, même les films aussi, de slasher? Ouais. Bah, ça exclut, alors je sais pas quand est-ce qu'il a dit ça, mais ça exclut un énorme domaine de ce que tu peux qualifier d'horreur. ouais. Quand même. Bah, pourtant, tu vois, tu parles de slasher, Basket Full of Head, Ouais. typiquement, c'est peut-être un des comics qui s'approche le plus de l'horreur, même si on est sur un nanar, mais un nanar qui s'assume. Puis le slasher se veut très souvent nanar, Ouais. hein, ça va très souvent ensemble. En fait. Ouais, quand tu regardes des récits comme American Vampire, même Moonshine, quand tu parlais de loup-garou, qui sont classés dans des tops comme étant des comics d'horreur, et bah mon frérot, ça veut dire que tu ne les as juste pas lus. Parce que j'en avais parlé dans une vidéo, je crois. S'il y a bien un propos que American Vampire veut mettre en avant, c'est un propos historique. C'est de la fiction sur comment les vampires sont arrivés aux États-Unis. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de question de tuer des gens, de traquer les vampires et tout. C'est juste ça, c'est de l'histoire. Et il y a vraiment cette notion de... Comme ce mec-là disait, c'est des catalogues. À partir du moment où tu as ce critère-là, allez hop, t'es de l'horreur. Pareil pour Moonshine, c'est une série de loups-garous qui se passe pendant la Prohibition. C'est un peu le même style que American Vampire finalement. C'est non en fait, c'est juste pas de l'horreur. C'est vraiment pas de l'horreur. Bah, tu parles des tops, quand je vois Walking Dead, du coup, Walking Dead. classé comme de l'horreur. Lock and alors Key. que pour Lock and Key également. Si on reprend enfin, je suis désolé, mais Walking Dead, c'est plutôt un thriller psychologique. Kirkman met en avant dans son récit le côté, le bon et le mauvais de l'être humain et met en avant plein de thématiques. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas de l'horreur, c'est un thriller psychologique. Ouais. Et Lock and Key, je suis désolé, mais pour moi, on est plutôt proche d'un univers tel que Harry Potter et du fantastique de façon générale. Enfin, je suis désolé, on parle de clé magique. Et il y a un antagoniste qui est un démon, enfin deux antagonistes, un démon et un tueur. Mais enfin, est-ce que du coup, enfin, la présence d'un démon justifie réellement le fait que ce soit de l'horreur? Non. Bah, ouais, à mon sens, non. Ah oui. C'est pas suffisant. Il y a des critères bien plus profonds à appliquer, je pense. Hein. Après, Ouais. c'est juste la discussion qu'on a, mais là, il est possible que la définition d'horreur ait totalement été déviée. Parce que il y a tellement de façons de faire de l'horreur que bah, maintenant on y met un peu tout et n'importe quoi parce que ça y ressemble plus ou moins. Ouais, c'est ça. Et je pense, un peu comme ce que tu viens de dire, que ça vient du fait notamment que au fil du temps, le cinéma d'horreur a évolué et donc que les mentalités ont également évolué. Et que d'un point de vue à un autre, ou même que d'un petit détail à un autre, un film ou un récit peut vraiment basculer d'un genre à un autre en fait. Et qu'au final, ce classement, il reste complexe et totalement subjectif en fin de compte. Ouais, absolument. Et en fait, ce qui me pose problème avec la définition d'horreur, c'est que y a beaucoup de gens qui le voient comme un sous-genre. En mode, tu regardes un film fantastique, c'est un film qui a les critères d'un film fantastique auquel on met de l'horreur. C'est un film qui a globalement tous les ingrédients pour faire un Seigneur des Anneaux, on y fout des créatures dégueulasses, ça fait de l'horreur, tu vois. Et je pense vraiment qu'il faut prendre le problème à l'envers de est-ce que ce serait pas un genre à part, l'horreur, on fait de l'horreur, et ensuite on applique des sous-genres qui un peu permettraient de segmenter le truc. De l'horreur slasher par exemple, Basket Full of Head se met totalement là-dedans. Witches, ça pose aussi le problème de sous-genres croisés, parce que tu mets de l'horrifique totalement avec une réinterprétation, ce qui est encore autre chose, mais tu mêles différents univers, et à partir de là, est-ce que tu jauges par rapport à quel degré d'univers est plus présent que l'autre? Comment, en fait, tu vois, c'est vraiment cette question de comment tu définis ce qu'est une œuvre. Et à partir du moment où
tu devrais te baser sur ce que le réel, ou le scénariste, ou peu importe, la personne qui a créé l'œuvre, si tu devrais à la base te baser sur lui. Parce que c'est lui qui l'a fait le truc. Et même là-dessus, des fois, t'as des divergences. Ce que je trouve assez ouf. Notamment, on avait regardé pour la série The Nice House on the Lake, qui est actuellement en parution aux États-Unis. James Tanyon, qui scénarise la série, n'a jamais parlé d'horreur. Et DC, dans les sollicitations faites au magasin, parle d'horreur. Tu vois ? Et quand t'as le scénariste et quand t'as l'éditeur qui se contredisent, et encore par-delà, t'as les sites qui font la publicité des séries en mettant bah y a ça qui sort, qui assimilent eux leur définition de ce qu'est de l'horreur ou pas, ou qui voient une cover un peu creepy qui disent bah c'est de l'horreur, et qui y mettent aussi leurs pattes, c'est un bordel, c'est juste un bordel. Ouais, et puis il y a encore ce que je t'ai envoyé l'autre jour, le fait que DC mette en avant notamment D622 en expliquant que c'est une série horrifique. Alors que, encore une fois, c'est pas parce que t'as une présence de pseudo-zombies que c'est de l'horreur. Donc après, il y a aussi la question de la sensibilité du public. Je pense déjà que la question, c'est de renvoyer les gens aussi vers ta vidéo et les attentes qu'ils ont. Les gens qui ont des attentes particulières vis-à-vis de l'horreur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on peut se poser une question. Tout à l'heure, j'ai dit qu'Outcast, sur les scènes d'exorcisme, ne m'avait fait ni chaud ni froid. Est-ce que tu penses que peut-être, en tout cas toi et moi, avons consommé trop d'horreur au point de ne plus y être sensible? Alors, moi je pense absolument pas que ce soit le problème. Parce que dans tous les récits d'horreur, que ce soit souvent les romans, t'as un vivier de romans d'horreur qui est assez incroyable, ou les films, je trouve toujours un truc à ajouter. Par exemple, je vais relire un roman d'horreur qui va prendre un concept, je vais toujours y trouver une petite patte en plus qui fait que, même si j'ai lu la même histoire 50 fois dans 50 bouquins différents, s'il y a une petite patte en plus, ça me suffit. Parce que j'ai d'autres critères sur le côté qui me permettent d'apprécier l'histoire, notamment est-ce que je suis investi pour les persos, c'est un truc qui est souvent déterminant pour moi. Alors toi, tu consommes visiblement un peu plus l'horreur en jeu aussi, moi pas du tout, à part j'ai fait les Outlast, mais voilà, ça s'arrête là. Et je pense au contraire avoir tellement consommé d'horreur que je suis moins difficile en fait. Parce que j'adore ça, et que je demande même pas la lune. Je demande même pas ce qui fait une histoire d'horreur, je demande ce qui fait une bonne histoire, à la base. Je demande même pas une bonne histoire d'horreur, je demande une bonne histoire. Après, l'horreur, c'est moi qui juge ou pas si je trouve que c'est de l'horreur et si j'ai apprécié. Maintenant, c'est notre réponse. Peut-être que les gens qu'en consomment n'ont pas cette sensibilité-là, parce que l'horreur, ça reste quand même un truc de niche. C'est un fait. Et que j'ai pas envie de dire le commun des mortels, mais que beaucoup de gens qui ne sont pas adeptes d'horreur à la base, qui y vont parce que c'est une petite sucrerie de temps en temps, parce que allez, c'est Halloween, on va prendre un petit truc d'horreur parce que c'est marrant, les gens qui en consomment beaucoup moins, ils ont peut-être pas cette fine bouche au final. Moi je pense pas l'avoir non plus, mais j'ai quand même un certain tri que je fais à la base avant de me lancer dans une histoire. Alors c'est marrant que tu dises tout ça, parce que j'ai trouvé une autre définition de l'horreur qui vient cette fois de Stephen King, qui dit que dans son essai Anatomie de l'horreur, que l'horreur échappe à toute tentative de définition et de rationalisation, mais doit provoquer 3 niveaux d'émotion. La terreur, suggérée par l'imagination, et là on y est clairement avec les romans. La révulsion, soit le choc et ou le dégoût, donc comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être avec l'addition du gore notamment. Ouais. Et totalement, c'est totalement, excuse-moi de te couper, c'est totalement ce que j'ai vécu dans Crost avec certaines scènes. C'est au-delà du dégueulasse, au-delà de la scène dégueulasse, tu te dis c'est tellement smart d'avoir pensé à ça, tu vois. Et quand tu combines les deux, quand la scène est dégueulasse et ultra intelligente, c'est fou. Ouais. C'est fou. Et donc la dernière qui est l'horreur, qui entraîne une réaction viscérale. Alors on peut entendre par viscérale différentes choses, mais juste le fait d'être investi pour les personnages, peut-être potentiellement une réaction viscérale. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans Witches sur certaines scènes. Alors, je vais pas spoiler, hein, mais ouais, et je suis plus proche de ce que dit Stephen King que des autres définitions et de tout ce qu'on a pu dire auparavant, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça l'horreur. Mais du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que le fait de classifier
un comics dans la catégorie horreur, c'est un argument de vente ou c'est vraiment on revient au genre fourre-tout et au genre mal exploité? Ah, il y a peut-être un peu des deux au final. Hein. Je sais pas si les éditeurs, peu importe la personne qui fait l'histoire, se dit oh, je vais mettre l'horreur sur l'étiquette, ça va faire vendre. Je pense pas qu'ils se disent ça. Parce que même si l'horreur, ça a ce côté un peu attirant, parce que bah, c'est un peu dans le négatif quand même, t'as quand même cette idée avant de ça fait peur. Donc je vais peut-être pas y aller. Donc je pense que le gros de la raison, c'est le fourre-tout, parce qu'il y a un manque de réelle définition de ce qu'est l'horreur. Qu'est-ce qui fait de l'horreur, tu vois? Comme on l'a dit, le côté fourre-tout, dès que t'as une ambiance un peu dark, notamment Lock and Key, dès que c'est un peu, allez, c'est fantastique, il y a des méchants, des fois c'est un peu gore, allez, c'est de l'horreur. Bah désolé frérot, mais non en fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors quand tu parlais tout à l'heure des différentes définitions, j'avais aussi regardé des synonymes des définitions d'horreur, et il y avait dans le mot épouvante. Et épouvante, pour moi, ça a résumé vachement plus de trucs. Notamment, je pense que le début du cinéma d'horreur, c'était plus finalement un cinéma d'épouvante. C'était plus... les Anglais ont un mot pour ça qui est vachement bien, qui s'appelle spooky. C'est plus le côté Halloween de faire boue, tu vois, de faire peur, de marquer les esprits, mais pas spécialement de choquer ou de t'investir, de te prendre dans l'histoire en te mettant on va te faire peur parce que tu pourrais être dans cette situation. Et on a toutes nos façons d'appréhender l'horreur, de ce qui nous fait peur ou pas, mais je pense qu'on a tous quand même une base commune d'appréciation de l'horreur, en fait, de ce qui nous fait peur et de ce qui nous investit. Ouais, en fait, c'est ça. Déjà, on n'a pas tous les mêmes phobies, notamment, pour ceux qui en ont. Quelqu'un va réagir notamment sur un tueur en série, et là, on est plutôt sur le côté slasher. Il y a ceux qui vont réagir sur les films d'araignées, par exemple. Mais bizarrement, une araignée peut faire peur. Avec un scénario avec une araignée, on peut faire peur. Et puis, effectivement, le côté épouvante, je m'y retrouve bien dans ce que tu dis, parce que tu as le côté justement de jouer sur les sentiments, l'émotion. Pour moi, en fait, la peur, c'est vraiment quelque chose qui peut être créé par un scénario. Totalement. Je suis en train de me rappeler un film. Ouais, il y a un film j'ai un seul film qui m'a foutu les boules à la fin. Un seul. Alors, c'est pas un truc que malheureusement j'ai pu ressentir avec les comics, parce que voilà, on serait pas là à faire cette vidéo sinon. Je sais pas, Ingé, si t'as vu Unfriended Dark Web. Non, du tout. C'est une saga de 2 films. Unfriended, le concept, c'est tu vois seulement ce qui se passe sur un écran de Mac, et c'est des personnages qui s'appellent sur Skype. Et dans le 2 notamment, et c'est une idée qui m'a me fait dire putain, c'est ça que j'adore dans l'horreur, c'est me dire en terminant le bouquin ou me dire en finissant le film, j'aurais pu être à leur place et ça peut m'arriver. Et ça me fout les boules. Dans Unfriended Dark Web notamment, le personnage principal trouve un Mac dans un cybercafé dans les objets trouvés, et le mec a dit ouais c'est le mien, je l'ai oublié. Parce que comme ça, il gratte un Mac. Et il y a un logiciel qui permet d'aller sur le Dark Web dans le Mac. Donc c'était un piège en fait. Et il y a des trucs, frère. À la fin, je l'avais regardé avec l'assistant. Si vous connaissez un peu la chaîne, vous connaissez l'assistant. On l'avait regardé ensemble avec l'assistant. Et le premier truc, on a éteint la télé. On n'en pouvait plus. Genre, t'as envie de jeter ton tel, t'as envie de tout jeter, d'aller vivre dans une cabane dans la forêt. Vraiment. Ça fait 3 ans que j'ai vu ce film, crois. Et j'ai encore ce sentiment tellement vif en tête. C'est ouf. Et là, pour le coup, je peux te dire... Ouais, c'est un film d'horreur. C'est pas un concept qui va te dire dès le début c'est de l'horreur. Parce que tu dis c'est un film où les gens s'appellent sur Skype et il se passe des trucs. Tu dis il y a des concepts vachement plus décalés que ça encore. Mais alors, c'est le seul film qui m'a provoqué ça. Le cinéma d'horreur, comme les comics, ont eu leur scénario et leur panoplie de scénarios un peu délirants. Hollywood a su les faire marcher, certains. Comics, beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. Moi, typiquement, pour revenir sur ce que tu disais, sur les films d'horreur, il y a 2 films d'horreur qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. Le premier, c'était bien sûr L'Exorciste, que j'ai vu. Ah ouais j'étais assez jeune à l'époque, donc on va y venir. Mais et le deuxième, c'était un peu plus tard dans mon adolescence, avec Scream. Je sais pas si tu as vu Scream. Ouais, alors, j'ai vu Scream, j'adore. On pourrait, en tout cas d'après les définitions du slasher, ça pourrait être classé dans le slasher, alors que pour moi c'est pas vraiment un nanar du tout, Scream au final. Et le moment où le tueur en fait est avec le couteau et derrière la nana,
passe derrière. Je me suis vu une seule fois faire ça. Je me suis vu me lever sur mon canapé et être... Mais il est derrière toi en fait et parler à haute voix. Et d'un coup, ça s'est stoppé net et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, mec, en fait? Et je suis redescendu, je me suis reposé, j'ai regardé le film. Et c'est vraiment les deux seuls films qui m'ont créé ce sentiment-là. Et je me demande justement si, encore une fois, pour revenir à la sensibilité, si c'est pas lié à l'âge notamment. Ah bah, il y a forcément un conditionnement avec l'âge, parce que bah, dans la logique, plus t'es jeune, moins t'en as vu. Donc bah, forcément, t'es sensible à plus de choses. Alors, moi, je peux pas trop parler parce que, comme je te dis, j'ai consommé l'horreur assez tard vu qu'on me l'interdisait. Enfin, c'est pas qu'on me l'interdisait, c'est que juste on me disait n'y va pas parce que ça fait peur. Mais j'étais en mode, bah ok. je cherchais pas à aller plus loin en fait. Et après, j'ai vu mes premiers films d'horreur et puis quand j'ai eu ce côté adrénaline, ce côté attractif, là je me suis dit, ouais, là j'aime bien. Pour parler de ce que tu disais de l'investissement quand tu regardes dans un truc, je l'ai lu aussi un peu en comics pour une seule série qui n'est pas là encore le côté qu'est-ce que l'horreur, tu vois, ça se discute. La série c'est Nailbeater. Elle est publiée chez Glénat en France. C'est typiquement un thriller sur des tueurs en série, mais qui reprend un peu les codes de Scream dans le sens où t'as vraiment cette ambiance morbide avec le tueur qui est derrière toi, tu vois. Et bah là, pendant la lecture, je tournais les pages en mode putain, mais qu'est-ce qui va leur arriver? J'ai jamais été autant investi pour les personnages parce que là, en plus, ça prend son temps. C'est en 6 tomes, donc tu connais les personnages. Ça fait un petit moment, tu connais un peu ce qui les anime dans la vie. Donc, moi, j'étais investi pour eux. Et c'est, comme je l'ai dit au début, vraiment un gros conditionnement de ce qui fait que je vais apprécier une histoire. Et l'horreur, c'est un plus après. Et le côté fourre-tout a tué ça, clairement. Parce que, bah... Typiquement, tu vas avoir des tops pour trouver la pépite dans les 500 trucs qui sont classifiés comme de l'horreur, bah c'est chiant en fait, c'est juste pas possible. Et pour avoir écouté, alors je sais pas toi si t'as regardé beaucoup de ces vidéos, je me suis penché pendant plusieurs jours sur des chaînes américaines qu'on fait une sélection de graphic novels ou de comics d'horreur. Et les sélections m'ont un peu choqué parce que il y a beaucoup de trucs, notamment il y a une chaîne qui est très connue qui s'appelle Near Mint Condition, je sais pas si tu connais, Hergé. C'est un peu les boss dans le game, et ils ont récemment ressorti une vidéo, et la meuf présentait des trucs comme Something is Killing the Children dans son top de comics d'horreur. Et j'écoutais ses arguments, tu vois, et en fait, à aucun moment, bah, elle parlait de tout ce qu'on trouvait essentiel dans le fait de lire de l'horreur. D'avoir peur, elle parlait de l'histoire qui était intéressante, des dessins qui étaient bien selon elle et tout. Mais il n'y avait jamais ce côté, j'ai eu peur, ou ce côté angoissant. C'est pour ça qu'il y a un vrai mépris, je pense, sur c'est quoi de l'horreur. Beaucoup de gens se sont assimilés le mot pour dire épouvante, pour dire angoissant, pour dire thriller, pour dire, tu vois, c'est une famille. La famille, c'est l'horreur, sauf que, bah, t'as différentes nuances. Et dans beaucoup de tops comme ça, moi, ça me gêne, en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. Et bizarrement, alors, moi, j'en ai beaucoup moins lu, mais tu vas pouvoir nous en parler aussi, c'est du côté du manga. Notamment, c'est toi d'ailleurs qui m'as parlé de Junji Ito, que je ne connais pas forcément, mais c'est un auteur qui m'intéresse aujourd'hui. Est-ce que le manga le fait mieux? C'est une façon de le dire, hein, on n'est pas là pour dénigrer le comics, bien loin de là. Mais est-ce qu'il le fait mieux que le comics du coup? Alors, mieux, pire, c'est très subjectif comme idée, mais de toute façon, est-ce que tu peux faire mieux qu'un truc qui ne fait pas? C'est aussi la question. Mais les Japonais sont juste très forts. Déjà, quand tu vois le degré de leur cinéma d'horreur, c'est assez ouf. C'est très différent de ce que fait Hollywood, typiquement. J'ai récemment relu quelques trucs de Junji Ito. J'ai relu Censor. J'avais lu à l'époque en scan. Et j'ai aussi lu le premier tome de La déchéance d'un homme. Et ces deux lectures furent 2 échecs. C'était très bizarre. En fait, Censor, juste, je sais pas si vous les voyez derrière, peut-être, si vous les voyez un peu. Ça c'est Tommy, ça c'est Spiral, et t'as tout petit Censor au milieu. Et tous les bouquins de Junji Ito sont comme ça, c'est des pavés. T'as Guillaume aussi, qui est en pavé. Et en fait, ce qui m'a dérangé avec Censor, c'est que c'est pas assez long. Tu finis l'histoire, t'as rien compris, parce qu'en fait, t'as suivi des gens, tu sais pas pourquoi. Encore une fois, t'as cette question de fil rouge, ce qui devrait être un essentiel dans toute histoire, je pense. À l'inverse, La déchéance d'un homme,
t'as un gros fil rouge sur ton perso principal, mais en fait, tu comprends pas ce qui y arrive. L'histoire du mec, c'est littéralement, c'est un mec, il a une vie de merde. Voilà. Et tu vois pourquoi il a une vie de merde. Et j'ai pas compris le principe. À l'inverse, et ça, je crois que je t'en ai parlé de Hideout. Je le vends comme si j'avais des parts chez Q, non, vraiment. Hideout, c'est le seul manga, enfin, c'est la seule lecture de l'année à laquelle j'ai mis un S. Tellement c'est haut pour moi. C'était incroyable. Hideout, c'est... La taille du bouquin, c'est... Oula, je suis tout pété. C'est assez incroyable. Regardez, la taille du bouquin, bon, c'est plus épais qu'un tome classique. Mais en aussi peu de pages, me foutre les boules comme ça, c'était assez impressionnant. Et le manga, quand tu te dis que c'est sur un plus petit format, t'as pas ce côté couleur, t'as pas ce côté issues en mode histoire cliffhanger, ce qui est peut-être aussi un problème. Peut-être que le format ne convient pas. Franchement, je pense pas que ce soit le problème. S'ils voulaient le faire, ils y arriveraient. Mais le manga y arrive très bien. T'as aussi L'école emportée, qui a de très bons retours. J'avoue, je l'ai pas encore lu. Qui a de très bons retours. Et le fait est que déjà, le manga d'horreur a beaucoup plus d'autorité que le comics d'horreur. Ça, c'est un fait. Tu m'as parlé également de Gannibal, il me semble. Gannibal, oh putain, oui, Gannibal. Pour le moment, il y a 6 tomes qui sont parus chez Meian, mais en fait, ils sont quasiment introuvables parce que Meian et leur distributeur, c'est le gros caca. Mais c'est une série... alors, là encore, on est plus proche, à la base, c'est une enquête policière, donc on pourrait coller l'étiquette du thriller, mais qui prend la tangente du cannibalisme. Donc, là encore, quand je te disais... en début de... tu te poses à partir de quel moment un truc qui se veut horrifique devient thriller, et à partir de quel moment un truc thriller devient horrifique parce que t'as plus ou moins tel genre qui est présent. La question genre sous genre, elle est essentielle, et personne se la pose, je pense. Maintenant, c'est vrai que ouais, le manga d'horreur, c'est assez impressionnant ce qu'ils font. Maintenant, en plus, avec le marché qu'on a en France, Mangetsu va publier toutes les œuvres de Junji Ito qui ne sont pas publiées, sachant que Delcourt en a une partie. Et c'est une vraie chance. Mais ouais, le comics d'horreur, c'est complexe, quoi. Et tu parles encore une fois des genres et des sous-genres. Et on a rapproché dans cette vidéo, en tout cas, parce que ça a été dit à plusieurs reprises qu'il y avait un côté très fantastique lié à l'horreur. À quel moment, dans le manga, quand on te parle de dark fantasy, ouais. Alors on t'en parle pour Bastard, on t'en parle pour Berserk, à quel moment on peut ne pas les classer, ou on peut les classer dans le manga horreur, en fait, dans le genre horreur. Ouais, absolument. Je t'en parlais en vocal sur WhatsApp, que là je suis en train de lire, j'en suis au tome 20, j'ai lu le tome 21 de Berserk là, et... T'es dans le dur là, ça y est. Ouais, là c'est... de toute façon à partir du moment où tu passes au tome 13, hein, les vrais savent. Ouais, c'est ça. Les vrais savent. À partir de quel moment, pour les gens qui ont vraiment lu Berserk est beaucoup plus... À partir du moment où on applique l'étiquette d'horreur sur des trucs facilement, Berserk est beaucoup plus un manga d'horreur que des comics d'horreur, tu vois, la plupart du temps. Ah oui. Et là, la question de la jauge, quand tu vois tout ce qui se passe dans Berserk, quelqu'un qui classifie facilement les trucs d'horreur se dit, ça c'est 100% de l'horreur. Sauf que non, parce que le sous-genre de la dark fantasy est bien répandu et que c'est acté, tu vois. La question qu'il faut se poser, je pense, c'est bien sûr sur qu'est-ce qu'on attend en fait quand on veut lire de l'horreur, mais surtout quels seraient les bons ingrédients en fait pour produire un comics, un manga d'horreur. Pour ma part, pour répondre à cette question, pour te laisser enchaîner par la suite, c'est moi ce que j'ai dit en fait, c'est que j'ai besoin, et tu l'as dit également pour d'autres, pour des mangas, j'ai besoin de l'installation d'une ambiance qui va me permettre d'être investi pour les personnages et qui à un moment va me faire dire non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible ce qui arrive aux personnages, c'est un truc de dingue, tu vois. Parce que j'ai appris à connaître les personnages, parce que j'ai une certaine intimité avec les personnages, et comme le font très bien certains films d'horreur d'ailleurs. Ouais, absolument. Alors, j'avoue que quand je me suis posé cette question, j'ai fait un schéma, j'ai même fait un schéma pour mettre les idées au clair. Quand je veux lire un comics d'horreur, j'ai besoin d'un truc de base qui est une bonne histoire. Tu peux pas faire un bon comics d'horreur si t'as pas un bon comics à la base, si t'as pas, au-delà des axes de scénario pris, mais de la construction. Comme tu dis, l'installation d'une ambiance, c'est un truc que je trouve essentiel, de connaître les personnages que tu vas lire et que tu vas suivre.
si t'en as rien à foutre des personnages, si ils te font pas présenter, si t'es balancé dans le dur comme ça et qu'on te dit allez, inquiète-toi pour eux, bah non en fait, ça marche pas comme ça. Et aussi un truc qui est souvent, alors qui est pour moi le problème avec les comics dans le format anthologique, c'est le temps. J'ai besoin de quelque chose qui dure. J'ai besoin de quelque chose où j'ai besoin d'une histoire où tu peux prendre le temps d'apprendre les persos, d'apprendre leur complexité, de savoir pourquoi ils se battent, de savoir pourquoi ils se battent pas forcément. Ouais, juste une histoire qui est cohérente à la base. Cohérente, hein, voilà. L'inverse de Plunge. Oh, mais la petite pique, hein. Ah là là. J'étais obligé. Une bonne histoire, et par la suite, tu colles ta couche d'horreur, peut-être une tartine. Ouais. Tu tartines ton horreur dessus. Peu importe l'horreur, tu peux me coller du slasher. J'ai regardé certains genres du... Je les ai peut-être perdus, ouais. J'ai découvert d'ailleurs plein de termes. Genre, tu te dis, il y a des genres d'horreur, ils ont des termes attribués. Je savais même pas. Ouais, genre, tu peux... C'est pas le type d'horreur en question de problème. Non. C'est ce sur quoi tu poses l'horreur, en fait. C'est ça. C'est vraiment... C'est un truc qui est essentiel, en fait. Ouais. En fait, l'horreur ne doit pas arriver comme ça. Tu l'as clairement dit. En fait, j'ai besoin que l'ambiance, à un moment, se dégrade petit à petit pour m'inquiéter, pour me dire mince, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Et en fait, cette ambiance va me permettre de me poser des questions, voire de m'inquiéter pour les personnages. Tu l'as dit, hein, mais Plunge, effectivement, est loin de moi l'idée de mettre une pique, méchante, mais c'est vrai qu'en si peu de pages, bah ça marche pas. Basket Full of Head, c'est peut-être un des comics qui se rapproche le plus du côté horreur parce que c'est un slasher, mais encore une fois, c'est très rapide. Ça ne fonctionne pas. Alors qu'à l'inverse, des comics qui ne se veulent pas être des comics d'horreur, Lock and Key, Walking Dead, ou même Outcast avec son premier tome, en tout cas que j'ai lu, eh ben, t'as une véritable installation, t'as une ambiance qui s'installe, t'es intime avec les personnages parce que tu les suis sur plusieurs tomes, et à certains moments, tu peux t'inquiéter pour eux, sans pour autant être dans l'horreur. Donc, il y a quand même des auteurs, des scénaristes et des dessinateurs qui le font très bien, en fait. Mais, malheureusement, on bascule pas et on n'a pas, du coup, cette tartine d'horreur, comme tu l'as dit. Ouais, la tartine d'horreur, c'est un truc qui va rester, ça. C'est le même. Alors, tu vois, quand tu parlais de Plunge et de Basketful comme étant comme étant trop court, avec ces histoires-là, bon, je vais écarter Basketful parce qu'au final, j'ai rien à dire dessus, mais c'est surtout sur Plunge que j'en ai gros. C'est pas la longueur qui m'a dérangé. La longueur, tu peux faire des choses. T'es forcément limité dans ton écriture par la taille, parce que bah, tu peux pas t'étendre sur 50 numéros dans un tome unique. Faut que ton histoire soit aussi adaptée. Tu peux pas simplement réduire en partant du principe que bah c'est bon, le lecteur il va s'imaginer, on va faire une ellipse et puis ça va suffire. Tu vois, ça suffit pas non plus. Ce que je reproche à Plunge, c'est typiquement cette histoire de tartine d'horreur là, c'est que on te sort le pot de Nutella d'horreur, mais la tartine est juste nulle, tu vois. Ouais. L'histoire de base n'a pas de logique. Quand tu sors totalement de l'histoire d'horreur là, c'est pour si vous avez peut-être pas lu Plunge, mais en fait, ce qui pêche vraiment, c'est que toutes les relations, peu importe les relations entre les personnages, qu'ils soient frères, qu'ils soient potes, qu'ils soient collègues et tout, les relations font très fausses. Le perso principal perd des membres de sa famille, 2 membres de sa famille, il en a rien à branler. Il y a juste la construction à la base, j'en perds mes mots tellement je sais même pas quoi dire, tellement ça m'exaspère. La construction de base ne va pas. La tartine d'horreur, après, elle aurait pu faire... Elle escalait, tu vois, c'est du pompage de Lovecraft, bon voilà. Mais toute la construction basique de l'histoire, le plot, ça va. Tu vois, bon, il y a un navire échoué, il y a un signal, on y va. C'est classique, mais ça marche. C'est pas le problème. Ouais. Tout ce qui marche pas, bah, c'est l'interaction entre les personnages, en fait. Et c'est des trucs qui, pour moi, sont basiques. Enfin, dans toutes les histoires, quasiment, t'as des interactions entre les personnages, mais là, c'est... Joey, il savait juste pas quoi écrire, en fait. Et je trouve ça ultra étonnant, quand même. Oui, surtout qu'en plus, tu l'as dit, ce qui est drôle ou pas dans cette histoire, c'est que effectivement le pitch de base était super intéressant, et avec beaucoup moins que ça, ça s'est vu dans le cinéma, ça s'est vu dans les romans, ça s'est vu dans plein d'autres médias, avec une cassette soi-disant hantée, on te fait un film, quoi. Donc
c'est vrai que effectivement il y a ce côté justement interaction personnage au-delà du scénario, au-delà de l'ambiance, et on a également les dessins. Les dessins sont importants, tu l'as dit au début de cette vidéo, mais typiquement The Plot, ça ne marche pas forcément parce que les dessins en fait te sortent de l'ambiance du scénario. Le chien. Le chien, exactement. Alors moi je l'avais fait remarquer dans ma vidéo avec Mills. Je l'avais fait remarquer aussi. Ça m'a fait rire quand tu l'avais fait remarquer aussi. Et puis c'est assez étrange, mais tu vois, Outcast typiquement, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, on a une proximité avec le franco-belge et je trouve que ce côté un peu franco-belge marche plutôt bien, bizarrement. Comme pour Basket Full of Head, tu vois, les dessins marchent bien en fait. Ouais. Mais ça peut très vite te sortir de l'histoire et te dire, bah non, en fait, c'est pas forcément... Est-ce que pour toi, le dessin contribue à l'ambiance? Je veux dire, quand toi, t'ouvres un comics d'horreur, est-ce que le dessin rentre en ligne de jugement direct? En ligne de jugement direct, non, parce que je me suis vu apprécier des comics et après apprécier le dessin. Je sais pas si tu vois vraiment où je veux en venir, mais c'est-à-dire que tu ouvres le comics, tu fais pas ouf les dessins, et puis à la fin en refermant le comics, je dis ouais, en fait c'était bien parce que ça collait à l'ambiance. En fait c'est plus ça l'idée, c'est ça colle à l'ambiance. Tu vois, j'en suis à un point à me poser actuellement, puisque j'ai lu les 2 tomes de From Hell de Moore, et je me dis dans quelle mesure en fait c'est pas de l'horreur. Dans quelle mesure en fait c'est pas de l'horreur. T'as des dessins qui contribuent vraiment à une ambiance hyper glauque, on est sur quelque chose d'ultra glauque aussi, on est quand même sur l'histoire de Jack l'Éventreur, et on te parle de la folie d'un homme, pardon. Je me pose cette question-là. Et c'est pas classifié dans de l'horreur? Non, c'est pas de l'horreur, a priori. Ah ouais. Pourtant, on parle bien de Jack l'Éventreur et des horribles meurtres qu'il a fait, les 5 meurtres. Et le dernier qui est le pire, alors j'espère que le tome 3 me montrera une scène, une scène horrible concernant le meurtre de Mary Kelly. Mais ouais, je pense que ça pourrait clairement rentrer dans l'horreur. Mais ouais, les dessins contribuent de toute façon à t'accrocher en fait à l'ambiance, je pense. Ils t'attirent vers ça. Et un point ultra intéressant, j'avoue que je crois qu'on n'en a pas du tout parlé. C'est un peu aussi le cas en franco-belge, non? Ce manque d'horreur comme ça, là. Alors, il y a très peu de choses qui se veulent horreur dans le sens où on l'entend, ou dans le sens où on en parle depuis le début de la vidéo, là. Je pense que le franco-belge est aussi touché que le comics. Ouais. C'est fou, ça. Je pense. Je pense que vraiment le média le plus qui met le plus en avant de l'horreur, à nos sens en tout cas, c'est le manga, au final. En graphique, ouais. Ou alors des choses qui ne se classent pas en tant que comics, en tant que manga ou en tant que franco-belge. Tu m'avais dit en off aussi que le manga savait notamment te donner de l'anxiété et faire de véritables screamers graphiquement. Dans Hideout, il y a des screamers. C'est le premier bouquin graphique que je lis avec des screamers. J'avoue que sur le coup, j'étais sur le cul, quoi. Moi, ma femme qui a typiquement adoré Witches, c'est ce qui lui manquait. Selon elle, ce qui lui manquait, c'était vraiment le fait de tourner la page et de se dire mince, qu'est-ce qui va m'arriver en tournant la page? Et je la rejoins en fait à ce niveau-là. Je trouve que c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui manque énormément dans le comics ou dans la BD franco-belge, pour ceux qui lisent du franco-belge. Mais il y a vraiment ce côté-là de te dire est-ce que je dois m'inquiéter en tournant la page? Pourtant, les dessinateurs de comics ont vraiment su tirer parti de la mise en page et de comment agencer des cases. Tu prends des pages d'un mec comme Andrea Sorrentino, tu lis Gideon Falls, on n'en a pas parlé depuis le début, mais Gideon Falls, c'est une masterclass graphique. Alors, on peut aimer ou pas les dessins. Par contre, la façon dont les pages sont agencées, la façon dont tu as certaines pages qui sont retournées, comment tu as des sections, des portions qui sont faites, ça c'est incroyable. Et ce côté screamer, c'est un truc qui n'est jamais réellement utilisé. Peut-être des fois, tout simplement parce que l'histoire de base s'y prête pas. Si t'as pas de tueur, si t'as pas de tout ça, t'as pas spécialement besoin d'avoir des screamers. Si tu fais un thriller psychologique qui se veut très horrifique, t'as pas besoin de screamers. Maintenant, tu prends Hideout, ils avaient pas besoin de faire de screamers non plus. Et ils en ont fait pour des scènes qui de base, tu te dis, ouais. Et quand tu l'as le truc, tu sursautes. C'est notamment, j'en parle un peu rapidement pour vous mettre l'eau à la bouche,
c'est une scène où un mec se fait séquestrer, et il est séquestré dans une pièce, vraiment un taudis, tu vois. Et en fait, il est sur une chaise, et en face de lui, il y a une porte, c'est une vieille porte de merde avec que des lattes en bois, et le screamer, c'est un mec qui regarde entre deux lattes de bois. Et là, je me rappelle que ça et Witches, c'est les deux seuls bouquins que j'avais fermés en me disant « Waouh !» J'avais jamais lu un truc comme ça avant. Witches, plus pour le côté réinvention du mythe de la sorcière, que j'ai trouvé vachement intéressant. Même si l'ambiance graphique de Jock, elle est folle aussi. D'ailleurs, Jock, hein, c'était quand même un pari, parce que je suis pas très grand fan de Jock. Tout ce qu'il avait fait avant, notamment Green Arrow année 1, j'étais pas fan graphiquement de... Voilà, je lisais parce que, l'histoire, quoi. Mais, ouais, ce qu'il a fait sur Witches, je parle de ce comics vraiment très souvent, parce que je pense que c'est un truc dont personne ne parle, et qui est vraiment bien. Qui est un des meilleurs trucs que tu peux trouver en thriller horreur, en tout cas. Ah oui, très clairement. Moi j'ai adoré ce comics-là. Ouais. La seule chose qui m'a manqué, c'est le tome 2, en fait. Hein. Tu sais quoi, tout le monde me dit ça, alors que... D'ailleurs, Scott Snyder a répondu sur Twitter qu'il allait bientôt se mettre sur le tome 2. Mais tout le monde me dit ça, et au final, j'ai pas spécialement trouvé qu'il me manquait un tome 2 à la fin. En fait, ça finit comme beaucoup de films d'horreur, en mode c'est une fin semi-ouverte. L'intrigue est résolue, et en fait, tu suis les personnages, ils sont lâchés, parce que l'histoire est terminée, tu vois. Et j'ai pas spécialement ressenti le besoin d'un tome 2. Mais moi, j'ai ce besoin-là, justement parce que je me suis senti investi par les personnages, parce que l'ambiance graphique et le scénario m'ont plu, réellement. Tu parles de la réinvention du mythe de la sorcière, j'ai trouvé ça bien. Graphiquement, Joe, que je trouve que pareil, il y avait une certaine... de mémoire, il y avait... les cases étaient mises d'une certaine manière aussi. T'avais même des zooms sur les personnages. D'ailleurs, zoom que tu retrouves également dans Outcast. Dans Outcast, à un moment, t'as des petites cases qui viennent faire des zooms sur la grosse case que tu as en fait. D'accord. Et du coup, ça te permet de voir certains détails. Par exemple, à un moment dans Outcast, dans le premier tome, donc t'as les deux protagonistes principaux qui discutent. Et en fait, tout au loin, derrière un arbre, t'as un homme qui les surveille en fait. Et la case en fait vient faire un zoom en fait sur le personnage derrière l'arbre en fait. Et tu fais ah ouais quand même. Et donc pour revenir sur Witches, ouais, j'avais vraiment envie d'en savoir plus. J'avais vraiment envie de savoir. Enfin, j'avais juste envie que ça s'arrête pas en fait. Ouais. Parce que justement c'était bien en fait. Moi aussi je suis d'accord. Mais je veux dire en termes de nécessité d'un tome 2 pour conclure l'histoire, non. moi non. Ah, J'étais en mode... Ah non, oui. En fait, si tu veux, quand j'ai terminé Witches, j'ai vraiment comparé ça à la fin de Human Centipede, le premier. Genre, l'histoire des persos est finie, fin semi-ouverte. Genre, l'intrigue est conclue, Ouais. et tu termines sur les persos un peu dans la merde, et t'as pas besoin d'en savoir plus. Et en fait, c'est limite... tu sais, on te donne à manger, on te retire le truc d'un coup en mode, c'est fini. Et pour moi, ça contribuait encore plus au choc de la lecture, si tu veux. Tu vois ce qui aurait été bon, notamment sur Basketful of Head, c'est à la fin... alors, je voudrais pas spoiler, donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, passez ce passage-là. Mais grosso modo, quand elle se retrouve face à quelqu'un avec la hache au-dessus de lui, ça s'arrête, terminé. Ouais, je suis assez d'accord. Et typiquement, c'est le genre de fin ouverte que tu aimes voir dans de l'horreur, en tout cas, parce que justement, ça fait travailler ton imagination et que ça contribue justement à amener à se poser des questions et à se dire, mais qu'est-ce que je viens de lire là, en fait ? Ouais. Après, je t'avoue que Basketful, je l'ai un peu oublié, parce que... c'était bien, mais voilà, c'était bien, mais oubliable. Je l'ai vraiment classé comme ça dans ma tête. Ouais, Donc, c'est une lecture correcte. C'était... T'as passé un bon moment, peut-être que tu y reviendras, peut-être pas, mais en tout cas, c'était une lecture correcte. Ouais. Je sais pas si j'y retournerai un jour, hein, pour être très honnête. En fait, c'est con, ça me fait chier de le revendre, mais en même temps, je me dis... Mais il y a un 2. Je sais pas si je vais relire un jour, tu vois. Il y a un 2 qui arrive a priori. Ouais, est-ce qu'il y a besoin? Non. C'est comme... non. D'ailleurs, j'en avais parlé en vidéo de... on en a pas trop parlé du Hill House, hein, du label... un autre truc que j'avais lu qui est pas encore publié en France, qui est The Dollhouse Family. Et ben, typiquement, pour moi, c'est ce coup de... Le scénario est correct, et le dessin empire le scénario. Parce que le dessin était juste terrible. C'était pas... Je dis pas que c'était pas beau, parce que c'est relatif, mais... Ils auraient juste pas dû prendre ce dessinateur-là, parce que ça gâche le scénario, en fait. C'est juste pas en accord. Et... En fait, ils s'aident pas, tu vois, à la base, ils font des scénarios qui sont moyens,
et les dessinateurs qui mettent sont pires, bah frère, fais un effort, tu vois. C'est ça, moi ce genre de truc vraiment ça me laisse dubitatif. Je comprends pas trop les choix éditoriaux. Après des fois quand tu sais que c'est chez les Big Two, t'as les histoires de contrats, les bordels, les machins. Quand c'est des gros noms genre Snyder, il fait un peu ce qu'il veut, tu vois. S'il a envie d'y retourner, il y retourne. Mais notamment là, je sais pas si t'as vu, ils ont sorti une série DC versus Vampire. J'en ai entendu parler. Eh ben c'est sorti, ça sort en ce moment là, le numéro 1, je crois il est sorti aujourd'hui même, on enregistre, je crois. D'accord. Et je suis allé faire un tour vite fait, voir quelques planches. Bah c'est terrible. C'est juste terrible. L'histoire à la base, elle est originale. Mais le dessin, vraiment, c'est... Non. Vraiment, pas. Et... Allez voir des pages, mais non. Et parce que c'est des vampires, ça va être classé dans de l'horreur. Bah, là, en fait, ça se présente un peu comme DC's, quoi. Donc, ouais. Même si DC's de... Bah, je l'ai pas vraiment classé dans de l'horreur, parce que même si c'est des zombies, c'est pas... C'était plus super-héroïque que zombie, pour moi. Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord. Maintenant, là, c'est vraiment des... C'est un vampire qui vient prévenir la Justice League qu'il y a une horde de vampires qui vient les bousiller, quoi. Tu vois, l'histoire de base. Okay. Donc c'est encore on différent. est plus sur du Van Helsing, etc., quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Mais vraiment, les dessins, c'est incompréhensible. Du coup, qu'est-ce qu'on en conclut de tout ça, Wayne? Que c'est un beau merdier. Bah, j'avais fait un petit bilan, enfin, j'ai commencé à faire un petit bilan en bas Pour moi, j'ai 2 questions à me poser. Déjà, la question du genre et du sous-genre. Je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut remettre en avant. De pas, parce qu'un truc a des zombies dedans, c'est de l'horreur, relativiser les choses. Malheureusement, c'est pas nous qui choisissons ça, j'ai envie de dire. Maintenant, les gens se font leur avis et sont aussi influencés par les gens qui font les tops, par les différents youtubeurs, les blogueurs, tout ce que tu veux, même les journalistes. Et qui prennent des fois des libertés de classer des trucs comme étant de l'horreur, ou qui des fois ne prennent pas le parti, notamment pour... C'était pour The Nice House on the Lake. DC a annoncé que c'était une série d'horreur, et je suis allé voir sur Bleeding Cool, qui est un site renommé aux US, et Bleeding Cool ne parle absolument pas d'horreur. Donc tu te dis tu as tendance à te dire ouais il colle l'étiquette d'horreur parce que ça ressemble à de l'horreur, et puis Bleeding Cool à l'inverse ne le met pas parce que ça n'en est pas. Tu sais plus vraiment qui croire. Donc c'est pour ça que en étant moi fan, ça me fait mal de voir ça. Et j'ai envie de dire, il faut poser la question du genre et du sous-genre de, ok, c'est de l'horreur, mais les sous-genres font que des fois, t'as des degrés différents d'horreur. Un slasher va pas forcément ressembler à un truc ultra gore comme Cross, tu vois, c'est totalement différent. Vous êtes peut-être pas fait pour lire de l'horreur aussi, tu vois. Il y a juste des gens qui... Voilà. Mais je sais qu'en préparant les notes, je me suis juste posé la question de, qu'est-ce que je veux quand j'ouvre un comics d'horreur, je vais à la librairie, j'en prends un, qu'est-ce que je veux? Eh ben, comme on l'a dit, l'histoire de la tartine, j'ai une bonne histoire à la base, ce qui est un truc que tout le monde devrait demander, je pense. Une bonne histoire, avec une petite couche d'horreur par-dessus. Maintenant, l'horreur, je demande juste à être investi, en fait. Faites-moi peur. Faites-moi, essayez de me faire peur. Je demande pas de me foutre des screamers de partout, parce que très souvent, ça ne marche pas. Faites en sorte que je sois investi pour les personnages, parce que c'est l'essence même d'une histoire. Pourquoi tu lis une histoire si t'es pas intéressé par les personnages ? Si t'arrives pas, c'est même pas la question de s'identifier au personnage que tu lis ou quoi, mais si tu t'en as rien à foutre des persos que tu suis, bah tu peux fermer le livre et passer à autre chose. C'est pour moi juste l'ingrédient d'une bonne histoire à la base. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une histoire, qu'est-ce qui fait qu'une surcouche est de l'horreur ? C'est propre à chacun. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas avoir une fine gueule, mais en même temps, j'aime bien être surpris, ce qui est du coup à double tranchant. Mais ouais, juste une bonne histoire et me faire surprendre par un truc un peu original ou un truc bien fait. Ce qui est pas la lune, je trouve. Et une ambiance qui évolue de façon, de façon oppressante et qui justement joue avec l'intimité et les liens qui se sont créés avec les personnages. Tout simplement. Alors, c'est sûr, hein, c'est facile de dire ça. On n'est pas éditeur, on n'est pas scénariste. Voilà, encore une fois, hein, c'est un débat ouvert qu'on fait là. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de ça, d'ailleurs. Est-ce que vous en lisez, vous ? Parce que c'est notre discussion, mais vous êtes aussi vous êtes aussi actif là-dedans, donc n'hésitez pas à nous dire ça. Tout à fait. En tout cas, Wayne, c'était un véritable plaisir.
pour moi de... Moi aussi, c'était un plaisir, mec. de- Merci de m'avoir reçu. Bah, avec grand plaisir d'en discuter avec toi, c'était super intéressant. Malheureusement, on résoudra pas le problème aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une réponse, tout simplement, genre, tu vois, c'est la même chose. On est là pour en débattre. Après, on ouvre la question et puis c'est un exutoire. Hein, c'est vraiment, on est frustré donc on en parle finalement. C'est ça, c'est ça. vraiment Il ça. manque juste la bière et le côté IRL. Ouais, et puis la ceinture de ski nordique au milieu. Non, c'est juste deux frustrés qui parlent. Hein. C'est triste, mais c'est la vérité. En tout cas, j'espère que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous donner votre avis hein, sur les comics d'horreur et si oui ou non un titre vous avez déjà fait peur et vous a déjà angoissé. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci à Wayne d'être venu. Merci beaucoup mon ami. Merci à toi, mec. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne de Wayne, mais j'en doute. C'est un peu la rosta hein, du moment sur YouTube. Oh, ouais. Ah, c'est vrai que je suis un peu une star, quoi. C'est... Je peux pas faire ça, moi j'ai pas de cheveux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Ciao. Salut.